Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast. Je m'appelle Olina Daguerre et je suis étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Dans cet épisode, nous allons aborder l'approche diagnostique de la douleur aiguë à la fosse iliaque droite. La douleur aiguë de la fosse iliaque droite est une présentation clinique très fréquente, qui représente jusqu'à la moitié de tous les cas de douleur abdominale aiguë. A priori, la mention de ce symptôme nous oriente immédiatement vers une appendicite aiguë, et c'est d'ailleurs le diagnostic le plus fréquent. Par contre, il reste tout de même 15 à 30% des cas où l'appendicite aiguë n'est pas la cause. Donc il est essentiel d'avoir en tête plusieurs diagnostics différentiels. La liste est très large selon les origines anatomiques de la région. Tout d'abord, au niveau du système digestif, comme on l'a déjà dit, il faut évidemment penser à l'appendicite aiguë. Ça reste l'urgence abdominale la plus fréquente. Mais on peut aussi citer l'iléite infectieuse inflammatoire terminale, par exemple l'iléite de Crohn, une diverticulite ou une tumeur du côlon droit, ou encore très rarement une diverticulite de Meckel. Notez qu'une douleur à la fosse iliaque droite est rarement due à une obstruction intestinale, comme on pourrait le voir dans le cas d'une invagination intestinale aiguë, ou encore à une ischémie intestinale. Car ces deux pathologies, l'obstruction intestinale et l'ischémie intestinale, se présentent plutôt avec une douleur abdominale diffuse et non localisée. Maintenant, au niveau urinaire, on peut penser à la pyélonéphrite, dont la douleur caractéristique est la colique néphrétique. Chez les femmes s'ajoutent des affections gynécologiques, comme par exemple la salpingite aiguë, la torsion ou la rupture d'un kyste ovarien, une grossesse extra-utérine ou encore une tumeur ovarienne. D'autres affections régionales incluent l'adénolymphite mésentérique ou une pathologie péritonéale, comme par exemple un infarctus épiploïque ou une torsion d'épiplomb. Passons maintenant aux moyens diagnostiques. À l'histoire, il faut bien questionner les caractéristiques de la douleur. Par exemple, une douleur brutale et intense, unilatérale, qui apparaît dans la région lombaire avec une irradiation antérieure descendante vers la fosse iliaque et les organes génitaux externes, sans position antalgique, sans facteur déclenchant ou aggravant, c'est typique de la colique néphrétique. De plus, il faut s'assurer de faire un recueil des antécédents personnels pertinents. Donc, toujours questionner sur les voyages, la santé sexuelle, les antécédents gynécologiques, et bien faire une revue de tous les systèmes dont pourrait provenir l'élément causal. Ensuite, un examen clinique attentif, ciblé et éventuellement répété est indispensable. Les signes vitaux démontrent souvent de la fièvre et une légère tachycardie. D'abord, à l'examen abdominal, des signes pertinents comme une sensibilité au point de McBurney sont recherchés. Le point de McBurney est un point situé au tiers externe de la ligne reliant l'épine iliaque antéro-supérieure droite à l'ombilic. Il est en faveur d'une appendicite si une douleur est provoquée à sa palpation. Par contre, il n'est pas pathognomonique puisque d'autres pathologies abdominales peuvent aussi causer un McBurney positif. Toujours en faveur de l'appendicite, le signe de Rovsing est positif en cas de douleur à la fosse iliaque droite lors de la compression de la fosse iliaque gauche en un point symétrique à celui de McBurney. On recherche également des signes de péritonite localisée ou généralisée par défense abdominale ou ressaut. De plus, il est important de savoir que la position anatomique de l'appendice est très variable, ce qui rend la douleur plus difficile à déceler chez certains patients. C'est pourquoi il faut aussi rechercher un signe du psoas ou un signe de l'obturateur. Alors pour le signe du psoas, il se traduit par une flexion douloureuse de la cuisse. Il indique une irritation du muscle iliopsoas et donc la présence d'une appendicite rétrocécale. Quant à lui, le signe de l'obturateur se traduit par une flexion et une rotation interne douloureuse de la hanche cette fois-ci. Lorsque positif, il indique une irritation du muscle obturateur et révèle que l'appendice inflammé est en position pelvienne. L'examen physique doit être complété par un toucher rectal à la recherche d'une tuméfaction ou d'une douleur à la palpation du cul-de-sac de Douglas, témoin d'une inflammation péritonéale. Un toucher vaginal est aussi nécessaire pour éliminer une douleur à la mobilisation du col,
qui nous orienterait plutôt vers une salpingite. Dans un deuxième temps, l'investigation se poursuit avec une formule sanguine complète pour savoir entre autres s'il y a une hyperleucocytose, comme c'est souvent le cas, ou plus rarement une anémie en cas de saignement important. On doit aussi faire une analyse d'urine et chez la femme une mesure de β-HCG. Un bilan d'électrolytes permet de savoir s'il y a un désordre électrolytique en cas de diarrhée ou de vomissement important. L'imagerie va permettre de nous orienter à travers les diagnostics retenus. Par contre, malgré l'extrême fréquence de ce tableau clinique, la stratégie du choix de la modalité d'imagerie reste toujours un sujet de controverse. La radiographie simple de l'abdomen est un outil peu utile dans ce contexte, car elle est peu sensible et peu spécifique pour plusieurs diagnostics différentiels. Alors dans le cas de la douleur à la fosse iliaque droite, on va plutôt se pencher vers une échographie ou un CT scan abdominopelvien. L'échographie a plusieurs avantages. Elle est très accessible, non irradiante et a un coût faible. Par contre, elle est moins performante en cas d'obésité ou de dilatation abdominale par des gaz digestifs conséquentes de l'ileus réflexe et est très opérateur dépendant. Elle est surtout favorisée pour une symptomatologie récente évoluant depuis moins de 24 heures et pour les enfants et la femme enceinte qu'on ne veut pas exposer à la radiation. Jusqu'à récemment, il aurait semblé très exagéré de demander un scanner pour faire un diagnostic d'appendicite. Cependant, plusieurs études montrent qu'il est le meilleur moyen de diagnostic rapide et avec certitude d'une appendicite aiguë, avec une spécificité et une sensibilité à 98%. En pratique, il est souvent indiqué pour des formes compliquées, des présentations atypiques, chez les sujets obèses ou ayant une distension gazeuse du tube digestif, ou bien après une échographie non concluante. Dans le cas où un diagnostic d'appendicite est établi, le patient est admis à l'hôpital et mis à jeun. Les antibiotiques sont débutés et une appendicectomie par laparoscopie reste la chirurgie de choix. En résumé, pour la conduite à tenir, on peut donc proposer la stratégie suivante. Chez un patient avec signes et symptômes d'appendicite aiguë, les examens d'imagerie sont de mise. On choisira l'échographie pour un sujet jeune, mince ou une femme enceinte. Le CT scan sera préférable pour le sujet obèse ou avec dilatation gazeuse intestinale, une douleur diffuse, un tableau péritonéal ou en cas de doute diagnostique. En cas d'appendice normal, une attention particulière devra alors être portée aux autres diagnostics possibles. Évidemment, le choix des différents examens d'imagerie reste du cas par cas et l'approche diagnostique ainsi que la planification thérapeutique doivent être en priorité guidées par le jugement clinique du médecin. Alors voilà, c'est déjà tout pour ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.